Alors, et je pense que nous pouvons commencer le deuxième panel qui porte le titre Envisager l'évolution de la guerre. Moi, je m'appelle Alexandre Ronachka, je suis professeur agrégé à l'Université de Waterloo. Je suis très content d'avoir cette occasion de faire votre connaissance et de modérer ce panel-ci. Je pense qu'on va avoir une excellente discussion sur la guerre et son avenir. Je vais suivre la même formule faite par Justin durant le premier panel, c'est-à-dire je commence avec la biographie de chaque intervenant et intervenante, et puis je laisse la parole euh, à nos panélistes. On commence aujourd'hui avec Vincent Touré qui est en ligne. Il poursuit son doctorat sous la direction du professeur Justin Massy au département de sciences politiques ici à l'UQAM. Il se concentre à ce titre sur l'étude de la culture stratégique russe dans ses évolutions et ses implications euh, pour la guerre en Ukraine. Il a publié à ce titre de nombreux travaux portant sur les schémas d'opérations terrestres et aériennes russes, ainsi que l'état de ses forces en Ukraine. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien, parfait. Bonjour à tous. Je m'appelle effectivement Vincent Touret et je vais rebondir du coup sur la courte introduction qui vient de m'être faite pour vous expliquer un peu mieux du coup mes postulats de recherche et ma méthode d'analyse. Je suis actuellement doctorant à l'UQAM sous la direction de Justin Massy et donc je travaille sur la culture stratégique de la Russie. J'essaie d'identifier les cadres mentaux, identitaires et normatifs qui viennent structurer et éventuellement faire évoluer sa compréhension de la guerre et sa façon de la faire. J'analyse ainsi les différentes publications militaires russes, essaye de comprendre les problématiques qui animent leurs débats et font émerger des écoles de pensée différentes. J'essaye enfin de repérer des ruptures ou des continuités dans les idées qu'ils expriment, leurs innovations ou leurs emprunts par rapport aux auteurs qui les ont précédés ou entre leurs différents services et branches militaires. Concrètement, je fais un travail comparatif entre courants doctrinaux, mais également entre le corpus militaire soviétique et celui russe actuel. Je confronte enfin ces schémas, voire histoire intellectuelle, avec leur concrétisation opérationnelle et j'observe si, oui ou non, leurs théories et leurs pratiques convergent ou divergent. Avec l'irruption du coup de la guerre russo-ukrainienne, j'ai étendu mon approche et ma méthode à l'étude de la culture et de la pensée stratégique ukrainienne. Leur système militaire s'y prête relativement bien, les armées russes et ukrainiennes ayant en commun leur passé soviétique, dont elles sont des itérations plus ou moins radicales. Dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, je travaille encore avec le centre de recherche dans lequel j'étais employé avant ma thèse, donc la Fondation pour la recherche stratégique, un centre français. Et c'est par ce biais que j'ai pu effectuer un voyage de recherche en juillet dernier à Kiev, à des fins de retour d'expérience pour les armées françaises. J'aimerais donc, à travers cette présentation aujourd'hui, réussir à transmettre quelques interprétations et conclusions tirées de mes observations et étayées par mon bagage théorique. Il y a, à mon avis, deux points principaux. Le premier, pour moi, est vraiment la nature paradigmatique en fait, du conflit russo-ukrainien. Ma conviction professionnelle est que cette guerre n'est pas seulement importante à étudier pour sa dimension géopolitique, en termes d'équilibre de puissance en Europe ou dans le monde, mais beaucoup plus loin que ça, en fait. Elle doit être comprise et analysée au plus près comme une rupture dans notre façon de comprendre et de mener la guerre aujourd'hui. Il y a dans ce conflit l'établissement de rapports fondamentalement nouveaux entre l'exercice de la violence armée et la génération de ses moyens, entre sa conduite par un État et son soutien par la population, entre enfin son caractère industriel et digitalisé. J'aimerais donc réussir à vous démontrer que ces particularités ne sont pas des exceptions d'un monde post-soviétique finissant, ou bien même qu'elle n'est qu'un conflit de haute intensité classique. Elle constitue un nouveau type de conflictualité, mêlant la masse industrielle aux outils digitaux de notre monde globalisé. Donc, ce premier point, on appelle un autre, de nature plus épistémologique, sur la façon d'aborder l'étude d'un conflit en cours. Il y a forcément des enjeux et des biais de réflexion qui viennent limiter, disons même polluer en fait une bonne observation. Ce que l'on appelle le retour d'expérience est en effet un exercice extrêmement institutionnalisé qui investit d'une lourde charge symbolique et utilitaire. Je ne suis pas allé en Ukraine pour comprendre cette guerre. On m'a envoyé en Ukraine pour que les armées françaises puissent apprendre de cette guerre, pour qu'elles s'en servent pour améliorer leur propre appréciation des différentes évolutions organisationnelles, technologiques et tactiques que l'on peut y constater et qui peuvent, pour elles, représenter un danger ou des opportunités d'adaptation.
Donc cette perspective, celle de poser la question des leçons de la guerre en Ukraine, n'est pas du tout neutre. Elle n'a de valeur que si elle peut être déconstruite en transparence, en faisant apparaître sa nature d'instrument et de capital d'expertise dans les débats français sur la guerre future. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont que d'une certaine façon un sous-débat spécialisé dans ce plus généraux et collectif des planifications occidentales et de nous ici dans la sphère académique. Je vais donc commencer par ce second point, car nous avons besoin de comprendre nos définitions et nos postulats de départ. Où en sont les études stratégiques aujourd'hui? Quel rapport entretiennent-elles à ce qu'elles appellent la guerre de haute intensité? Dans les études stratégiques françaises et dans la formation de ces officiers, l'analyse d'une situation opérationnelle nouvelle procède encore en grande partie des enseignements du maréchal Foch, et notamment de l'une de ses maximes érigée en règle méthodologique. De quoi s'agit-il? La méthode est censée permettre de juguler la complexité et l'incertitude en éliminant des invariants contingents. Elle opère par réduction à partir de ce que les cas d'études historiques l'ont appris de situations déjà vécues. On retrouve cette inspiration dans les propos actuels du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill, qui expliquait à propos de l'Ukraine qu'il fallait s'efforcer dans l'analyse de distinguer le structurel du conjoncturel. Ce travail cartésien et positiviste recherche ainsi des lois générales, des absolus, qui vont in fine fournir à l'opérationnel des principes d'action et des grandes catégories idéales typiques, dans lesquelles il va pouvoir classer les différentes réalités difficiles qu'il rencontre. Cette façon d'appréhender la guerre est plus ou moins partagée par les traditions que j'appellerais continentales, la Russie en premier lieu. Celle anglo-saxonne, par contre, est plus empirico-déductive. À chaque situation, sa description reçoit sa description la plus détaillée possible. Chaque situation, une description. L'approche est donc plus problem solving, ce qui a le problème, le mérite, pardon, en général, d'être bien plus pragmatique, mais d'entraîner inversement un foisonnement de définitions dont la valeur est purement immédiate. L'épistémologie française court ainsi le risque de réifier et d'essentialiser les guerres nouvelles à l'aune de typologies dépassées, celle anglo-saxonne de dépolitiser ces conflits et de les réduire aux défis techniques et tactiques qu'elle identifie pour ses propres forces. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'avènement du nucléaire puis la chute de l'URSS, l'hypothèse d'un engagement du fort au fort dans une guerre majeure contre un autre État s'est considérablement réduite. Avec le succès de la puissance aérienne américaine dans la guerre du Golfe, l'ampleur des engagements interétatiques devait également se réduire. Les frappes de précision et la maîtrise de l'information, en bref la technologie, l'avaient emporté décisivement sur la masse. La configuration géopolitique et la transformation du champ de bataille favorisaient donc des formats d'armées beaucoup plus réduits, expéditionnaires, faits d'unités plus petites mais plus compactes et mobiles, pour survivre aux frappes aériennes ou les exploiter le cas échéant. Pendant une vingtaine d'années, la longue guerre contre le terrorisme renforça ce paradigme. Donc, malgré le signalement dans les différents documents programmatiques occidentaux d'un durcissement de la compétition interétatique, qui entraînerait donc un retour de la haute intensité, notre conception des guerres et de nos modèles de force n'ont quasiment pas évolué. Nous vivons tout simplement depuis 30 ans dans l'émulation du succès américain de la guerre du Golfe, et pris de court pour imaginer les nouveaux conflits contre la Russie et la Chine, nous opérons de dangereux retours en arrière dans l'utilisation de nos exemples historiques. Le débat sur la haute intensité s'est donc résumé à la préservation de ce qu'on a appelé de notre confort opératif aérien, ou sur les moyens justement de compenser sa perte. Nos débats doctrinaux se cristallisèrent sur quelques problèmes particuliers: le contournement de notre dissuasion nucléaire par la guerre hybride, la pénétration des défenses antiaériennes et antimissiles face à l'A2AD chinoise, l'optimisation des effets de nos frappes par une meilleure intégration de nos forces dans les systèmes d'information. On pense du coup multi-domaine operation américaine. À chaque fois, l'élaboration des scénarios, poussés dans leurs aspects techniques et tactiques, ne parvient pas à imaginer leur contexte politique et social et ne fait que projeter implicitement les conditions passées du second conflit mondial ou de la guerre froide. L'équation militaire est isolée des profondes transformations sociétales que de tels conflits poussés aux extrêmes vont révéler et entraîner. L'invasion de l'Ukraine était ainsi peut-être annoncée, mais elle a créé un profond malaise pour nos institutions militaires qui ne reconnaissent pas la guerre future pour laquelle elles s'étaient préparées. Nous passons donc à mon second point. Dans la perspective que je vous ai décrite, la guerre russo-ukrainienne apparaît presque comme une anomalie et même une régression vers des conflits du siècle dernier, voire de l'époque prémoderne. Dans ses aspects politiques, sa montée aux extrêmes est imparfaite et non symétrique. Les deux États se révèlent incapables d'aligner leurs efforts de guerre sur leurs objectifs politiques. Leur conduite de la guerre apparaît négociée plutôt qu'orientée vers le plein rendement de leurs capacités. Elle est entravée par leur respect de multiples conventions et d'intérêts particuliers qui rappellent d'une certaine façon les guerres privées des princes de l'époque prémoderne plutôt que ceux de la guerre totale. La Russie n'engage pas ses conscrits, mais encourage le mercenariat. L'Ukraine laisse ses grands ministères, voire d'hardis citoyens, constituer et entretenir ses unités.
Loin d'être des États unitaires, Russie et Ukraine sont en fait des États jeunes et dysfonctionnels, dont les capacités de mobilisation de leur économie et de leur population sont dépendantes de multiples réseaux d'influence, informels et même criminels. La différence entre les deux pays étant qu'en Russie, oligarques et hommes forts ont été inféodés au pouvoir personnel de Poutine, qui n'a cessé de démobiliser sa population vis-à-vis des grands enjeux politiques et de défense du pays. L'intensité de la guerre met en danger ce contrat social. Elle le force à militariser ses clients, donc du mania de l'industrie aux potentats locaux, en passant par des sociétés militarisées telles que Wagner, mais on pense aussi aux Cosaques, aux Tchétchènes. Et en Ukraine, la relation, par contre, est plus instable parce qu'elle est constamment renégociée. Les vieilles institutions centrales de l'État fonctionnent par association avec de multiples acteurs et intérêts économiques ou régionaux, tout en tentant, avec plus ou moins de succès au long des années, de coopter le volontarisme de sa société civile, fortement auto-organisée. Dans ces aspects opérationnels, l'absence de supériorité aérienne pour les deux camps est le facteur le plus perturbant. Il semble condamner le conflit à une redite de la Première Guerre mondiale, front contre front, dans lequel la masse fut longtemps la seule réponse apportée à l'attrition. L'adaptation des deux armées apparaît renforcer ce problème plutôt que le résoudre. Après une période initiale faite de raids en profondeur et de contre-offensives mécanisées en 2022, l'ampleur et la complexité des engagements se sont considérablement réduits. Dans l'incapacité de soutenir et de conduire efficacement des grandes unités, les deux acteurs ont donc délaissé leur matériel les plus lourds et les plus sophistiqués pour revenir à un combat d'infanterie de ligne et d'artillerie, dont les schémas d'action sont extrêmement linéaires et incrémentaux, faits de petites poussées, de petits bonds, par petits paquets bataillonnaires. Tous les efforts se concentrent sur le franchissement ou l'interdiction des 300 derniers mètres, siphonnant par le bas les réflexions et la planification d'ordre opératif ou stratégique, et asservissant les moyens de frappe en profondeur, blindés, aviation, force d'élite, à un pur rôle d'appui-feu au contact. Les dysfonctionnements en tout genre, dus à l'incompétence, à la rareté des munitions et des appuis lourds, ont entraîné par contre-coup un développement inégalé du matériel dronisé, qu'il soit à des fins d'observation, de communication ou de frappe. Une véritable micro-manœuvre aérienne se déploie aujourd'hui sur une portion très étroite du front, entre 8 à 12 km des lignes de contact et à moins de 500 mètres d'altitude. La durée de vie d'un drone est en général de quelques jours. Un opérateur va en utiliser une trentaine à lui seul en une journée. Et au sein de son bataillon, il y a 12 équipes comme lui qui font la même chose. Donc, sous un ciel contesté et à travers la mitraille de milliers de drones en action, les armées terrestres se retrouvent très seules pour briser le blocage tactique de leurs tranchées réciproques. Et donc, en conclusion, de quoi s'agit-il? La guerre en Ukraine est une combinaison pour moi des types de guerres que nous croyons exclusifs précédemment, guerre irrégulière, guerre conventionnelle. Elle est d'abord le reflet d'un monde globalisé où les ressorts de la puissance d'une nation ne sont plus concentrés uniquement dans son État, mais sont largement déterritorialisés à travers les chaînes de valeur désagrégées et les canaux de communication virtualisés du XXIe siècle. Les dysfonctionnements des États russes et ukrainiens ne sont pas seulement les conséquences d'institutions post-soviétiques, mais sont représentatifs de l'affaiblissement de l'État en général, qui n'a plus l'autorité et les structures pour diriger et soutenir à lui seul un effort de guerre si intense. La guerre est représentative de dynamiques profondément postmodernes où la mobilisation de masse n'est plus mentalement et matériellement possible pour les populations. Face à l'agression, nous assistons donc à des efforts plus incrémentaux ou plus distribués, obtenus par la coalescence de multiples réseaux d'influence privés, publics, allant du cercle d'amis ou de geeks en électronique. De ce point de vue, la guerre montre toute la force de la numérisation des rapports sociaux pour leur capacité d'action collective. Le contre-coup d'un tel développement est que la guerre donne cours à un phénomène de militarisation technologique des sociétés qui transforme selon leurs besoins, leur expertise, les objets et compétences du quotidien en outils militaires. Le drone en est l'incarnation la plus emblématique. Ce rapport nouveau de l'État à la mobilisation de ses ressources pose la question du format des armées. Leur massification semble contre-productive et insupportable. Le champ de bataille est toujours autant strié par les feux de précision qui exploitent au maximum la transparence inégalée permise par la densité des capteurs spatiaux, aériens et dronisés. De ce point de vue, la fragmentation des opérations russes et ukrainiennes en bataille isolée tient autant aux pertes de compétences qu'à la difficulté du mouvement et des communications qui sont systématiquement identifiées, interceptées et éventuellement neutralisées. Le poids de la décision repose donc sur une transformation technologique qui est en fait une transformation de la société et de l'État. Le système militaire qui aura réussi à refonder ses rapports à la population en étant plus participatif, digitalisé, aura donc la résilience pour l'emporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous écoutons la première partie de votre présentation qui était plutôt méta-analytique. Je me demandais si nous avons même gardé, absorbé les leçons tirées de la guerre froide ou bien la guerre globale contre le terrorisme. Même si nous tirons des leçons
y a-t-il des mécanismes pour les absorber dans les institutions de la défense nationale de pays occidentaux? Je ne sais pas, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, ensuite, on suit le programme précisé ici. Marco Mounier, il est doctorant en sciences politiques à l'UQAM aussi et chercheur au réseau d'analyse stratégique. En fait, je suis co-directeur comme Justin, je suis responsable pour les publications, donc je vous invite à soumettre des articles. Marco est spécialiste des questions de renseignement et de politique de défense. Il est chargé de cours ici à l'UQAM et aussi à l'Université de Sherbrooke. Marco? Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour cette opportunité. Euh, Sur le site internet, vous avez sûrement dû voir que j'allais essayer de prédire la guerre. Malheureusement, non, désolé de vous décevoir. C'est pas mon ambition et je pense pas que ce soit possible, même s'il y a quand même des recherches qui proposent ce genre de choses dans les conflits humanitaires notamment, avec des modèles mathématiques. Mais moi, je vais rester plus dans du travail qualitatif. Je rappelle que c'est une recherche préliminaire où j'en suis, donc c'est vraiment le tout début, et je ferai appel aussi à votre intelligence collective après pour des pistes de réflexion. Alors moi, ce qui m'intéresse dans la guerre en Ukraine, c'est de déterminer, d'aller chercher, est-ce qu'il y a des signaux, des indicateurs qui, avant l'invasion, avant février 2022, nous laissaient présager que la Russie allait rapidement, prochainement, envahir un territoire. Pour ça, comment j'ai procédé? Je suis allé voir ce que les chercheurs et les experts avant l'invasion en Ukraine ont dit sur la question, c'était quoi leurs arguments, et ceux qui ont justement, entre guillemets, prédit une invasion imminente de la Russie, c'est quoi les arguments qui ont été amenés? C'est quoi les indicateurs sur quoi ils se sont basés? Pourquoi j'ai écarté finalement les informations provenant des agences de renseignement, donc les informations classifiées? Simplement parce que ça nous est inutile à nous en tant que chercheurs et au commun des mortels pour déterminer si, à l'avenir, dans un autre conflit ou un autre pays, aller attaquer son voisin. J'ai en tête toujours la Chine avec Taïwan, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc, c'est pas important de savoir, par exemple, que le Canada s'est basé sur la livraison de poches de sang euh, à la frontière de l'Ukraine pour déterminer que l'invasion était proche, parce que nous, on n'avait pas cette information-là. Les chercheurs n'avaient pas cette information-là à l'époque, on ne pouvait pas s'en servir. Donc, je suis resté sur ce que les chercheurs, les experts ont dit. Les limites, évidemment. Première limite, c'est le nombre très important de publications, d'experts, d'avis qui ont été partagés, les différents forums sur lesquels ça a été partagé, donc les réseaux sociaux, des opinions dans les médias, sur des textes dans des centres de recherche de format plus court. Je me suis surtout aujourd'hui concentré sur ces textes-là. J'en ai recensé à peu près un peu moins d'une centaine que j'ai essayé de faire le tri là-dedans. La deuxième limite, c'est la prédiction en tant que telle. C'est-à-dire que même les indicateurs que je vais vous présenter, et même s'ils sont tous présents, à aucun moment on peut être certain qu'un pays va envahir un autre tant que ce pays n'a pas envahi euh, son voisin. Donc, je vais vous présenter, j'ai recensé une dizaine d'indicateurs ou d'arguments. Donc, je vais vous les présenter. J'ai essayé d'essayer de les classer, on va dire, par pyramide inversée. Donc, le premier élément qui est ressorti, c'est la déclaration des leaders. Donc, qu'est-ce que disent les leaders? C'est quoi leur intention? Et notamment Poutine. Il avait écrit en juin 2021 un essai où il disait que les Russes et les Ukrainiens étaient un seul peuple. Donc là, on est dans les intentions directes du leader. On a aussi les visions du système international. Est-ce qu'ils ont une vision révisionniste du système international? Est-ce que l'ordre actuel les contente ou est-ce qu'ils commencent à dire bah, peut-être que je mérite une meilleure place? Et peut-être aussi une certaine forme d'impérialisme finalement dans la Russie de Poutine que certains avaient fait remonter.
Et dans les commentateurs et les experts disaient notamment que ça faisait une dizaine d'années que Poutine ne cachait pas ses objectifs en Europe de l'Est, donc il était assez clair de lire ces intentions-là. Troisième caractéristique importante, indicateur, c'est comment on caractérise son ennemi. Et ça nous fait un peu rappeler les 10 étapes menant à un génocide, où le changement dans la façon dont on symbolise l'ennemi ou son adversaire est important. Et là, dans le cas de la Russie, Poutine a affirmé que l'Ukraine était un régime nazi et qui commençait à commettre un génocide des russophones en Crimée, dans le Donbass. D'ailleurs, très peu de temps avant l'invasion, il avait distribué en masse des passeports russes à des citoyens russophones ukrainiens, justement. Et là, on est dans le prétexte à une invasion prochaine. Il avait fait la même chose en Géorgie en 2008, pardon. Il avait dit que en Géorgie, il y avait un génocide des russophones qui allait être commis, et ça a été utilisé comme prétexte pour son invasion. Quatrième indicateur, c'est les demandes irréalistes qu'il a fait quand les Américains ont commencé à sortir les informations, comme quoi ils s'apprêtaient à attaquer l'Ukraine. Il a dit, ben moi je veux un accord comme quoi l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN, ne rejoindra jamais l'Union européenne, etc., etc. Donc, il a commencé à formuler des attentes qu'il savait que les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne auraient du mal à accepter. Et effectivement, ça a été refusé. Ça lui a donné un prétexte supplémentaire. Cinquième point, qui était moins évident, mais que certains experts ont fait ressortir, c'est l'augmentation de la répression interne en Russie avant l'invasion. Certains disent que l'agressivité d'un régime sur sa population et l'agressivité vers l'extérieur sont deux faces d'une même médaille. Et ils ont remarqué qu'il y avait une augmentation de la répression en Crimée sur les territoires occupés par la Russie et aussi une répression interne en Russie qui se développait, montrant la radicalisation du régime russe et l'augmentation de son agressivité. Sixième point, maintenant, c'est l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire la réponse que l'Occident a donnée aux menaces russes et aux intentions russes d'envahir. Il y avait une ambiguïté stratégique là-dedans, dans le sens où il n'était pas sûr à quel point les Occidentaux allaient euh, soutenir l'Ukraine en cas d'invasion russe. Ça a été primordial parce que il a fait, selon beaucoup d'experts, c'était une sorte de test. Il a testé pour savoir est-ce que les Occidentaux allaient joindre une guerre en Ukraine ou non. Les réponses ont été non, il y aurait probablement beaucoup de sanctions économiques, mais pas de guerre directe. Septième élément, c'est une augmentation des actions clandestines dans les pays avoisinants, notamment les cyberattaques. Il y a eu, en janvier 2022, une augmentation, enfin une série massive de cyberattaques en Ukraine qui attaquaient le réseau gouvernemental ukrainien pour le paralyser. Il y avait peut-être aussi d'autres actions clandestines dont on n'est pas au courant, mais c'est aussi un facteur à prendre en compte parce que, d'ailleurs, dans la plupart des guerres interétatiques, ce qui vient avant une invasion directe sur le territoire, c'est des actions clandestines dessus. Les Américains avaient fait pareil en Irak en 2003. Ils avaient déjà envoyé des mois avant une bonne équipe pour cibler des ennemis et commencer à faire de l'assassinat ciblé avant que les troupes américaines arrivent. Huitième élément, peut-être le plus évident, c'est les données en source ouverte. Où là, ça a été beaucoup utilisé dans le cas russe parce qu'on a accès, à tout le monde, d'accord, parce que des fois, il faut les payer, donc ceux qui ont peut-être un peu d'argent, accès à de l'imagerie satellite, de satellites commerciaux, où on voyait vraiment le mouvement des troupes et on pouvait les comptabiliser avec des logiciels très performants qui peuvent même d'ailleurs, vous mettez deux photos, et puis le logiciel vous ressort qu'est-ce qui a changé, comment ça a augmenté,
et les différentes choses techniques que je ne connais pas, mais que ces experts-là connaissent très bien et savent utiliser. Neuvième indicateur, c'est évidemment l'augmentation de la présence militaire russe aux frontières de l'Ukraine. Et les exercices peut-être de trop grande envergure. Et je sais que Poutine avait, quelques semaines avant, retiré un peu de ses troupes en Crimée, mais finalement, il avait laissé tout le matériel, il avait redistribué ses troupes à un autre côté de la frontière ukrainienne. Donc ça aussi, ça a fait dire aux experts que cet amas de troupes russes est un peu trop grand pour que ce soit un simple exercice, surtout quand on le combine avec tous les autres indicateurs. Et le dixième, et ça fait un peu penser à ce qu'un intervenant avait dit tout à l'heure sur la Chine, c'est que les experts ont remarqué que le système financier russe s'apprêtait à observer un choc avant l'invasion en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à recevoir des sanctions économiques. Depuis 2014 et même avant, la Russie en subit. Et donc là, ils ont observé que le système financier essayait de se renforcer en vue d'une possible augmentation des sanctions financières qui allait affaiblir son économie. Les prochaines étapes, c'est d'aller voir en 2014, est-ce que des gens en 2014 s'étaient prononcés sur les intentions russes? Et c'était quoi leur argument? En 2008 aussi, qu'est-ce que les observateurs en 2008 ont dit sur le conflit en Géorgie? Est-ce qu'ils ont les mêmes indicateurs? Est-ce qu'ils ont les mêmes arguments? Si oui, on pourra étendre un peu la généralisation. Et la prochaine étape, c'est voir d'autres conflits avec d'autres acteurs. Est-ce que ces mêmes indicateurs, ces mêmes arguments peuvent se transposer à d'autres conflits et à d'autres indicateurs et à d'autres acteurs, pardon. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bien fait, j'apprécie la clarté de votre présentation. J'ai beaucoup de réactions, mais je veux que Walid fasse sa présentation sur la communication politique et la prédiction des scénarios futurs dans le conflit en Ukraine. Walid, un étudiant au début de maîtrise en sciences politiques à l'Université Québec à Montréal. Bienvenue. Il s'intéresse particulièrement à la complexité de prédire et résoudre les conflits contemporains à travers une approche multidimensionnelle. Ses recherches explorent les dynamiques de désinformation et les enjeux stratégiques dans les conflits modernes, avec un focus sur les pays arabes. Walid? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci à nos organisateurs pour l'opportunité. Merci à M. Massy pour la considération et à Dr. Giorgio. Donc, pour commencer, dans le contexte d'une guerre, il est essentiel de comprendre que celle-ci, elle ne se limite pas simplement à une série d'événements qui est militaire, politique ou économique, mais plutôt que le narratif il peut jouer un rôle central. Donc, autant dans la mobilisation du soutien international que dans la résistance intérieure de l'Ukraine. Donc, il est courant qu'en temps de guerre, que les gouvernements ils aient recours à la désinformation. Donc, autant pour tromper leur ennemi que pour influencer leur propre population. Donc, pour bien commencer, je pense que cette citation apocryphe de Rudyard Kipling, elle reste quand même pertinente. Donc, la première victime de la guerre, c'est toujours la vérité. Donc, depuis les années 90, on peut voir que l'Ukraine a vraiment été un terrain de jeu pour l'influence russe, donc, notamment à travers les médias et les infrastructures numériques. Donc, cependant, c'est vraiment après les événements de 2014 et de 2022, l'annexion de la Crimée, le conflit dans le Donbass, que l'Ukraine elle a commencé à percevoir son espace informationnel comme vraiment un domaine à protéger, donc au même titre que son territoire physique. Donc, on peut voir ici, c'est qu'il y a eu des stratégies de communication qui ont été utilisées de la part des décideurs. On peut voir ici Volodymyr Zelensky qui a su utiliser les réseaux sociaux de manière innovante. Donc, sa communication, elle s'est articulée autour de 4 éléments. Donc, la première qui est la personnalisation du message, donc des discours qui sont courts, qui vont essayer de créer une certaine connexion forte avec leur auditeur. Il y a l'utilisation de la rhétorique émotionnelle, donc l'utilisation de messages percutants, susciter de l'empathie et du soutien. Il y a une maîtrise de l'environnement médiatique, donc une présence constante dans les médias internationaux pour essayer de maintenir l'attention sur le conflit.
Puis, il y a une adaptation culturelle. Donc, il y a des références aux histoires et aux valeurs spécifiques de chaque pays. Donc, on peut l'entendre citer Churchill, par exemple. Puis ça va venir être consolidé par une certaine réponse médiatique. Donc, depuis 2017, on peut voir que l'espace informationnel ukrainien, il a mis des mesures pour sécuriser son espace contre l'influence russe. Donc, on a notamment le blocage des ressources comme Yandex ou Vkontakte, donc, qui sont considérés comme des vecteurs de désinformation. Donc, c'est vraiment après 2022, comme je l'ai cité plus tôt, qu'il y a des mesures qui ont été qui ont été mises en place pour vraiment protéger les infrastructures numériques contre les cyberattaques. Et ça s'est intensifié avec la loi martiale instaurée en février 2022. Donc, on a signé un décret qui a regroupé toutes les chaînes de télévision nationales. Donc, il y a une diffusion continue des informations sur la guerre. Donc, il y a un contrôle accru du narratif national. Et ça s'est suivi donc par l'interdiction des diffusions des chaînes Sputnik et Russia Today, qui a été une décision prise par l'Union européenne pour soutenir un peu ce blocage de l'influence russe donc, dans la zone européenne, bien que ces chaînes-là, elles sont quand même accessibles en quelques clics sur Internet. Donc, on peut voir que leur consultation, elle s'élève à environ 40% en Europe. Là, ça nous mène vers le narratif russe. Donc, de son côté, la Russie, elle a vraiment développé un narratif centré, comme on a pu le citer plus tôt, autour d'une défense des intérêts stratégiques, la protection donc des populations russophones. Ça a justifié ainsi les actions en Ukraine. Donc, ce narratif, il a été utilisé autant à l'intérieur du pays qu'à l'international pour tenter de gagner de la sympathie ou du moins de la neutralité des autres nations. Donc, il est important de souligner que la Russie, elle présente vraiment cette opération, ces actions comme une opération spéciale. Donc, le terme, il est important. Donc, il vient chercher à minimiser l'ampleur de l'offensive. Donc, on l'a pu le voir dans les présentations, donc, notamment dans les présentations des pays du Sud. Donc, le lexique qui est utilisé dans ces médias du Sud, il est important. Donc, il y a un narratif qui est extrêmement polarisé et ça va pousser donc, ses alliés à tenir le même bout. Elle a également exploité des références historiques, donc lutte contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça a permis d'un peu de légitimiser ses actions aux yeux de sa propre population notamment, mais aussi certains segments de l'opinion internationale. Donc cette corrélation, elle est vraiment soutenue par la popularité de certaines personnalités comme Stepan Bandera ou encore le régiment Azov. Donc ici, on va avoir... ça, c'était là. Ça ne fonctionne plus. Oui, t'es brûlante. Celui-là? Ça marche plus. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, les réseaux sociaux, ils ont vraiment joué un rôle crucial dans la diffusion, mais aussi dans l'amplification du narratif. Donc, l'Ukraine, elle a utilisé Twitter, TikTok, d'autres plateformes pour maintenir le soutien international, diffuser des récits, dénoncer les crimes de guerre, mais ça a aussi permis de toucher un public qui est beaucoup plus jeune. Donc, le phénomène des bots et des faux comptes, il a été utilisé pour propager des messages qui sont pro-russes ou pro-ukrainiens d'ailleurs. C'est un exemple de la création du contenu, des messages ciblés par des équipes de communication, donc qui va permettre une diffusion massive et une amplification à travers les utilisateurs et les influenceurs. Donc, en octobre 2023, on va remarquer que Telegram elle est vraiment devenue la première source d'information en Ukraine. Donc, ça a relégué la télévision à la deuxième place. Donc, 44% pour Telegram et 43% pour la télévision. Donc, ça, c'est les statistiques de l'Institut international de sociologie de Kiev. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que Facebook se relègue à la cinquième source d'information avec 22% et Twitter avec 1% à la huitième place. Il y a d'autres initiatives pour venir vérifier ces informations et dénoncer les fausses nouvelles russes. On a notamment stopfake.org, qui est une mesure qui a pu vérifier plus de 7000 articles sur leur plateforme. Donc, ça, c'est des exemples innovants de l'utilisation dans des médias. Un autre exemple, ça serait l'application DIA, qui était d'abord donc initialement conçue pour des démarches administratives, qui depuis l'invasion russe, c'est devenu vraiment un outil de renseignement civil. Donc, des citoyens ukrainiens qui peuvent soumettre des photos, des vidéos qui sont géolocalisées. Donc, ça permet d'un peu localiser les mouvements militaires russes, signaler des individus suspects. Donc, en janvier 2024, on pouvait compter plus de 20 millions d'utilisateurs sur l'application. Ça nous mène vraiment vers un défi de la vérification de l'information, donc le défi du fact-checking. Donc, dans un contexte de guerre,
l'information qui détient le pouvoir, dans un contexte, excusez-moi, donc je vais me reprendre. Donc, dans un contexte de guerre, qui détient le pouvoir de déterminer ce qui est vrai? Donc, comment ces initiatives de fact-checking peuvent-elles éviter de devenir elles-mêmes des outils de propagande? Si on prend l'exemple de la situation à Gaza, donc, oups, je sais pas si, oh, c'est pas grave, on va la laisser sur celui-là. Donc, si on prend l'exemple de la situation à Gaza, par exemple, on peut voir que la stratégie, elle dépend vraiment du narratif et non pas l'inverse. Donc, l'utilisation du récit, elle vient légitimer un peu cette défense qui tente de justifier des actions militaires qui sont très controversées, donc aux yeux du droit international. Et de plus, donc, ces fausses informations, elles viennent pousser vers une certaine propagande qui va rendre la tâche des analystes et des décideurs beaucoup plus complexe. Donc, dans ce contexte-là, on trouve que on comprend que la notion de brouillard de guerre, théorisée par Clausewitz, elle prend tout son sens. À partir de là, si on part sur la base d'une doctrine militaire, donc il y a un cadre stratégique qui va venir essayer d'aligner les moyens disponibles avec les objectifs spécifiques de chaque nation. Donc, pour adapter sa stratégie avec les objectifs spécifiques, donc il faut non seulement connaître les forces et les faiblesses de son propre camp, mais il est aussi important et tout aussi crucial de comprendre la manière dont l'ennemi pense. Donc, comment il réagit, comment il mobilise ses ressources. Donc, ce point, il a été négligé dans de nombreuses analyses. Donc, ça a conduit à des conclusions inexactes. Donc, le champ de bataille, il ne peut pas être imaginé, mais il doit être vraiment fondé sur des faits qui sont concrets. Donc, il est évident, par exemple, lors de la décision de l'Ukraine de refuser une entente lors des accords de Minsk, ça a été influencé par des experts qui soutenaient cette position. Donc, les prédictions selon lesquelles la Russie était beaucoup trop faible pour mener à bien sa mission spéciale ou prolonger la guerre sont révélées totalement irréalistes. Donc, la Russie, elle se trouve vraiment dans une position de force en ce moment, mais elle ne semble pas prête à capituler de sitôt. Donc, c'est pour ça que l'information, elle est nécessaire qu'elle soit pertinente et qu'elle soit utilisée donc, dans la prise de décision tout en étant impartiale. Donc, si on vient le comparer avec d'autres conflits, ça nous permet de tirer des leçons sur la manière dont les conflits, dont la prédiction peut être faussée par la désinformation, mais aussi des erreurs de prédiction. Donc, pendant la guerre en Irak, par exemple, ou encore la situation des Discord leaks qui ont révélé que le ministère de la Défense russe, il était pénétré par les Américains, qui vient consolider donc cette idée que l'invasion russe a été anticipée par les États-Unis. Un autre aspect qui est quand même pertinent, c'est que dans les manuels militaires, le principe de surprise, il est quand même fondamental. Dans notre situation actuelle, on voit bien qu'il y a des annonces dans les médias de certaines offensives, donc de contre-offensives plutôt. Donc, révéler ces offensives à l'avance, ça diminue nettement leur impact. Mais dans le cas de l'Ukraine, c'est plutôt une communication politique, donc autour des offensives qui vient relever d'une stratégie. Donc, vu que l'Ukraine elle est dépendante de l'appui occidental, donc elle va utiliser ces annonces pour vraiment garantir le soutien continu de ses alliés. Elle va montrer qu'elle continue d'avoir des perspectives de succès. Et bien que l'État-major russe soit probablement déjà au courant de ses opérations à travers ses capacités de renseignement, ses déclarations, il s'adresse vraiment à l'opinion publique et aux partenaires internationaux. Donc, pour mon dernier point, je vais sauter sur le point donc, que Marco a mentionné, donc l'utilisation des moyens du renseignement. Donc, les décideurs, ils doivent constamment donc, réévaluer les informations. Il faut prendre en compte que l'Ukraine, donc avec le soutien de l'OTAN, elle a vraiment accès à des outils, à des moyens qui, dans une période de guerre, ils vont faire toute la différence. Si on parle notamment donc, le renseignement technique, de l'imagerie satellite, le SIGINT ou encore les cyber, qui vont jouer des rôles clés donc, dans la prédiction des scénarios futurs et dans la possibilité d'action de l'ennemi. Pourtant, l'analyse de ces données, bien qu'elle soit sémantique, logique, elle est essentielle pour comprendre les dynamiques, mais elle va quand même mener vers des conclusions qui sont biaisées. On a l'exemple l'année dernière, selon les renseignements polonais, que l'OTAN ne disposerait que de 3 ans, préparé donc à une éventuelle attaque russe. Donc ça, c'est le chef du bureau de la sécurité nationale, Jacek Siweriak, qui avait annoncé ça sur X. Et ça nous mène vers des erreurs d'interprétation de la situation en Ukraine. Donc, donc, il y a certains experts qui vont montrer des limites de la prévision stratégique et d'autres qui vont plutôt se baser donc, sur reconnaître comment chaque armée fonctionne, donc selon une logique qui lui est propre, dictée par sa propre doctrine à elle, nationale. Donc, tenter de comprendre les forces armées d'un pays en se basant sur les concepts de doctrine militaire d'un autre, ils vont forcément mener vers des erreurs d'interprétation. Donc, voilà. Merci bien. Merci. On penserait qu'avec toutes
ces nouvelles technologies, les surprises stratégiques seront impossibles. Cependant, on voit clairement au Kursk ou à Gaza que ce n'est pas le cas. On peut en parler plus tard. Finalement, on a Isabelle Delemour préparera sur les aspects navals de la guerre russo-ukrainienne. Elle est docteure en histoire et historienne. Elle est professeure agrégée d'histoire à l'école navale à Brest, où elle enseigne l'histoire maritime et l'histoire navale. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous, j'espère que vous m'entendez. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. C'est une opportunité rare pour moi de présenter un travail que j'ai conduit avec des élèves. En effet, les aspects navals de la guerre en Ukraine sont particulièrement intéressants. C'est un fait même exceptionnel. Les derniers affrontements navals remontent à la guerre des Malouines en 1982. Et il est évidemment très important de prendre des leçons de ce qui se passe. La guerre russo-ukrainienne est bien sûr une guerre marquée par la dimension terrestre, mais le théâtre naval existe, même s'il est de moindre importance. Il s'y passe des choses très intéressantes, très étonnantes. On pourrait presque parler de surprise stratégique, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pour mieux comprendre les événements récents et échapper à comment dire, justement le simple établissement des faits, nous avons à notre disposition une méthode employée par les historiens navalistes qui consiste à adopter une grille de lecture stratégique. Cela nous permet de mettre les événements en perspective et de mieux les comprendre. Nous nous garderons de faire des pronostics. Qu'entend-on par une lecture stratégique ? J'irai à l'essentiel. La stratégie est le moyen terme entre le niveau politique qui fixe les buts à atteindre et la tactique qui renvoie au choc des armes. Classiquement, dès lors qu'on envisage les espaces maritimes, on distingue 3 stratégies différentes, la guerre d'escadre, la guerre au commerce et l'action de la mer sur la terre qui se connecte donc à la guerre terrestre et que les stratèges américains appellent utilement « from the sea ». Nous avons donc appliqué ce système de classement aux événements survenus depuis l'invasion de février 2022. Quels événements ? Tous ceux qui se sont déroulés sur la mer, dans les bases navales et depuis la mer. Pour prétendre effectuer un travail utile, il convient de s'assurer que le delta qui existe entre la réalité et ce qu'on en sait est acceptable et que le niveau de précision est suffisant. Sans rentrer dans les détails, et je pense que tout le monde ici a une claire idée de la question, on a de bonnes raisons de penser que les sources OSINT, Open Source Intelligence, sont exploitables. Classer les événements est la tâche la plus délicate, car entre bien sûr en jeu une dimension supplémentaire. Il faut faire la différence entre l'offensive et la défensive, qui sont les 2 autres grandes catégories de la pensée stratégique. Et ensuite évaluer les liens qui existent entre ces 3 domaines stratégiques. Alors, je vais partager mon écran, ce que j'aurais dû faire au début, et l'afficher de cette manière. Voilà. La guerre d'escadre. La guerre d'escadre, premièrement, c'est l'idée que lorsqu'on atteint les forces constituées de l'ennemi, c'est-à-dire ses navires de guerre essentiellement, ou ses bases, on obtient la maîtrise de la mer, command of the sea en anglais, dans l'expression bien connue. La maîtrise de la mer est un préalable à d'autres actions qui deviennent alors possibles. Appartiennent également à cette catégorie les actions qui ont pour but d'empêcher l'ennemi d'obtenir la maîtrise de la mer. Voici les événements de la guerre d'escadre, qui appartiennent que j'ai considéré appartenir à la guerre d'escadre et que j'ai listés. Alors j'espère que vous pouvez les voir. Évidemment, il y en a de très nombreux, donc la police est petite et j'ai, pour plus de clarté, donné la légende. Donc en vert, vous avez les actions offensives de l'Ukraine et en bleu, les actions offensives de la Russie. Les engagements dont on a connaissance, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un système d'armes contre les engins de l'ennemi ou ses bases. J'ai bien sûr classé dans le domaine de la guerre d'escadre l'attaque des bases, celle de Sébastopol, Novorossiysk et Féodossia. Cela regroupe donc des réalités tactiques très différentes, aussi bien offensives que défensives, depuis le lancement de missiles jusqu'à l'installation de bassins à dos fin
ayant un objectif défensif. Commençons par un rapide rappel du rapport de force quand commence la guerre. La flotte de la mer Noire est imposante, 80 navires en tout, mais la Russie ne peut compter que sur ses capacités, les capacités qu'elle a dès que la guerre commence, et sur les capacités de construction locales pour remplacer les pertes ou s'adjoindre de nouvelles unités, en raison de la décision turque de restreindre la navigation dans les détroits. On peut répartir les navires grossièrement en 4 catégories. Premièrement, la catégorie qui comporte les bateaux les plus importants, le plus gros tonnage, ayant d'importantes capacités offensives, notamment des missiles à moyenne et longue portée, les fameux missiles Calibre. Il s'agit de navires de grande taille, comme la classe des frégates lance-missiles, comme l'amiral Grigorovitch, et les corvettes lance-missiles de la classe Bouyan M, dont vous avez ici 2 exemples. Il faut également ajouter à ça la Moskva de la classe Slava. Ces navires ont aussi d'importantes armes défensives, à la fois du hard kill et du soft kill, qui sont des moyens de garantir la survivabilité de ces bateaux. On peut ranger dans cette classe les sous-marins d'attaque, sans doute au nombre de 7, basés essentiellement à Sébastopol. La deuxième catégorie, ce sont des navires de plus petite taille, une spécialité russe quasiment, essentiellement, qui portent une importante artillerie, une missilerie plutôt. C'est donc des petits navires dotés d'une capacité offensive importante, mais de faibles moyens de détection. En quelque sorte, ce sont des navires risquables. Une troisième catégorie, les navires conçus pour l'action amphibie. Et ils sont très nombreux et très importants. Ils sont 13, on peut en compter 13 quand commence la guerre. À l'heure actuelle, il n'en reste plus que 4. Ils ont bien sûr été visés en tout premier lieu par les Ukrainiens. Et enfin, la quatrième catégorie, des navires qui servent à la guerre des mines, assez nombreux, mais qui n'ont pas été mis en œuvre et qui sont probablement toujours qui flottent toujours dans les ports ukrainiens. La marine ukrainienne, quant à elle, est très limitée. Elle est composée essentiellement de patrouilleurs qui disposent d'une puissance de feu limitée et qui d'ailleurs ont été capturés dès les premiers jours de l'invasion. Les bases russes sont bien sûr celles de Sébastopol et Novorossiysk, qui sont les bases les plus importantes, ainsi aussi celle de Féodosia, de moindre taille et qui apparaît comme une annexe de la base de Sébastopol, et également, sans doute, en tout cas c'est ce que les analystes avancent, la base d'Ochamchira en Abkhazie, qui est de taille extrêmement réduite. On notera que c'est un véritable défi d'installer rapidement une structure sur cette côte peu commode, et il est très discutable donc de parler de base opérationnelle. Je pense que l'expression est très exagérée. Le développement de cette base est bien sûr lié à une sorte de glissement vers l'est des moyens de la Russie, en raison de la grande vulnérabilité des bases qui se trouvent dans le rayon d'action des missiles ukrainiens. L'Ukraine, de son côté, n'a pas vraiment eu le temps de reconstituer ses bases après l'invasion de la Crimée, mais nous allons voir qu'elle a contourné le problème. Que s'est-il passé ? On observe que les événements se succèdent avec une certaine régularité, probablement avec un creux entre janvier et avril 2023. L'enjeu pour la Russie est d'appuyer une invasion et de contrôler le commerce de l'ennemi. L'enjeu qui arrive évidemment derrière le premier, qui est celui de la maîtrise de la mer, qui conditionne les 2 autres. Pour l'Ukraine, l'enjeu est d'empêcher la liaison des armes de l'ennemi et de conserver les routes maritimes ouvertes pour faire vivre son commerce. L'Ukraine a rempli ces 2 objectifs. La position stratégique de l'Ukraine est donc défensive. L'Ukraine les a remplis, alors qu'il lui manque ce qu'il est convenu d'appeler une marine de guerre. C'est une surprise en quelque sorte. Cependant, ces succès tactiques ne donnent pas pour autant aux Ukrainiens la maîtrise de la mer. Sur quoi reposent ces succès ? Premièrement, la surprise. Ensuite, la faiblesse des défenses russes, qu'il s'agisse des bases ou des navires de surface. Ce qui fait défaut, c'est une remarque d'une grande banalité, ce sont les capacités de détection. La marine russe s'est adaptée dans 2 directions, l'innovation technique et l'innovation tactique. Ce sont encore là des situations qui sont extrêmement banales. L'innovation technique, sur le plan défensif, est toujours un travail de longue haleine, difficilement réalisable dans le temps de la guerre. L'innovation tactique est beaucoup plus prometteuse. 2 points sont intéressants. L'emploi d'hélicoptères
contre les drones de surface. Je n'ai pas évoqué ce fait encore, mais tout le monde l'a bien sûr très présent à l'esprit. Donc l'emploi des hélicoptères, qui, vous le voyez donc sur l'image en bas à droite, hein, innovation tactique, donc les hélicoptères canardent, hein, tout simplement, avec une artillerie extrêmement basique. Les drones qu'ils ont pu repérer, nous verrons comment après. Il est probable que pour garantir la survivabilité de ces drones qui portent l'offensive, on les dote de moyens anti-aériens, tout ceci étant un véritable défi technique compte tenu de la miniaturisation du vecteur. L'innovation tactique, c'est aussi l'usage des sous-marins comme outil de détection. Cela peut paraître évident d'utiliser des moyens de détection acoustique, mais en pratique, c'est très difficile contre des cibles que les équipages n'avaient pas l'habitude de traquer. L'une des surprises de la guerre ukrainienne, enfin de la guerre russo-ukrainienne et dans ses aspects navals, c'est le sous-emploi des armes sous-marines. Certes, dans le nord de la mer Noire, les fonds sont peu propices au déploiement des sous-marins. Cependant, on aurait pu imaginer un emploi plus important. Et évidemment, il ne faut pas non plus évacuer l'idée qu'il y en a eu, mais qu'ils sont restés discrets. Très récemment, c'est le porte-parole ukrainien qui le répète aux médias. Les Russes entretiennent à la mer 3 sous-marins qui, très probablement, détectent les drones de surface, éventuellement les drones sous-marins également. Ces informations sont ensuite utilisées dans le but de les détruire. C'est quelque chose qui a mis du temps à se construire, c'est une tactique que les Russes ne maîtrisaient pas et qui était entièrement nouvelle. C'est véritablement une innovation tactique. On verra sans doute dans les prochaines semaines si le processus aboutit et si on a l'information que de plus en plus de drones sont détruits par les Russes. La Russie invente donc un schéma de lutte contre les drones de surface, détection acoustique menée par des sous-marins et destruction par hélicoptère. On aboutit à la conclusion que la guerre d'escadre a jusqu'alors échoué pour la Russie. Elle ne parvient pas à obtenir la maîtrise de la mer et avec les bénéfices qu'elle pourrait en retirer. L'Ukraine ne l'obtient pas pour autant. La valeur stratégique de l'espace maritime est donc particulièrement faible et se voit surtout en négatif. Passons maintenant à la deuxième solution stratégique, celle qui consiste à opérer de la mer vers la terre pour en fait réaliser la liaison des armes et que les Américains appellent from the sea. Il s'agit de faire servir directement les forces navales à la guerre sur la terre. L'hypothèse que la Russie préparait sa marine à une telle action était tenue pour très probable par les analystes. Ils s'accordaient en général pour dire que lors de l'invasion, la flotte de la mer Noire pourrait transporter 2 bataillons tactiques, c'est le 810e brigade d'infanterie de marine, et elle aurait eu la tâche de flanquer les opérations terrestres de conquête. La chronologie montre que dès le mois de mars 2022, alors voici la chronologie des événements de cette famille stratégique, dès le mois de mars 1922, la Russie renonce à utiliser les ports de la mer d'Azov pour opérer. Les forces terrestres ukrainiennes réussissent à stopper l'invasion début avril 2022. C'est la bataille de Nikolaïev. À partir de ce moment-là, la course vers Odessa devient donc extrêmement difficile. En quelque sorte, cette grande opération de grand style, extrêmement ambitieuse rétrospectivement, est totalement impossible. La porte se ferme pour la Russie, faute d'avoir obtenu la maîtrise de la mer. En juin 2022, les navires russes abandonnent la partie ouest de la mer Noire. Il ne reste plus à la Russie, dans l'optique de faire servir la mer dans la conquête de la terre, qu'à utiliser ces navires comme plateforme de lancement de missiles. Navires qui eux-mêmes sont très vulnérables et qu'il faut cacher dans les bases. La vulnérabilité des bases, nous l'avons vu, rend ces actions difficiles et les analystes avancent les chiffres suivants. La Russie ne serait capable de lancer qu'une salve de 40 missiles contre 70 à 80 peut-être au début de la guerre.
Les manifestations tactiques de cette stratégie se réduisent alors à des opérations commando en zone littorale, comme l'opération spéciale sur le cap Tarkankut, fin août 2023, pour détruire un site de missiles S-400. Évidemment, cette opération est menée par l'Ukraine contre la Russie. Donc toute cette grande famille stratégique se réduit aujourd'hui à utiliser les navires comme plateforme lance-missiles et aux opérations commando, des situations en fait tout à fait classiques. Nous terminons avec l'hypothèse de la guerre au commerce. Peut-on seulement parler de la stratégie de la guerre au commerce? Quel est le but de la guerre au commerce? Il s'agit de priver l'ennemi d'un ravitaillement utile. Cette activité est encadrée par le droit de la guerre sur la mer qui garantit le droit des neutres. Tout le problème est de savoir jusqu'où va ou jusqu'où allait l'ambition russe. Priver l'ennemi d'un ravitaillement avec lequel il fait la guerre, ou bien priver l'État de ressources économiques et ainsi, en quelque sorte, lui couper les vivres de manière à ce qu'il ne puisse pas durer dans la guerre. Deux aspects assez différents de cette stratégie. L'un des aspects assez classiques et l'autre extrêmement ambitieux. Il est difficile de trancher. La représentation que les médias ont donnée des premiers épisodes que vous voyez dans cette frise chronologique dans l'année 2022 ont obscurci les choses. En effet, la Russie a été accusée de mettre délibérément en danger l'approvisionnement des États qui dépendaient des importations de céréales ukrainiennes. Tout ceci pourvu qu'elle puisse couper les vivres à son ennemi. C'est-à-dire que des moyens qui avaient des conséquences, des actions qui avaient des conséquences considérables sur des tiers étrangers à la guerre étaient présentés comme les buts que poursuivait l'Ukraine. Les choses se sont plutôt passées autrement. En fait, une guerre au commerce liée à la question des opérations, comme une conséquence en fait aux opérations, c'est-à-dire la création d'une zone où la navigation était interdite, ce qui est tout à fait classique, plutôt que la destruction systématique du commerce avec l'objectif de détourner radicalement les armateurs de l'idée de transporter notamment les céréales ukrainiennes. Il semble que le risque juridique et le risque politique de s'aliéner des États ont été pris en compte par la Russie et que la Russie a choisi plutôt l'accord sur le grain, politiquement beaucoup plus bénéfique. De toute façon, ses capacités tactiques de bloquer le commerce ennemi tout en respectant le droit de la guerre étaient extrêmement limitées. Il est difficile d'expliquer sur un plan stratégique pourquoi la Russie est sortie de l'accord sur le grain. En effet, depuis l'abandon de l'île des Serpents, depuis l'abandon des plateformes pétrolières utilisées pour installer des senseurs tactiques, et bien sûr, en raison de la grande vulnérabilité des navires de surface, la Russie a dû se rendre à l'évidence. Il n'était pas possible de contrôler le commerce ukrainien tout en respectant le droit de la guerre, c'est-à-dire procéder à des contrôles, arrêter les bateaux, etc. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Le risque que prenaient les navires de surface, qui seraient donc rentrés dans le rayon d'action des armes ukrainiennes, ne valait pas la peine d'être couru. Le retrait de l'accord sur le grain, difficile à comprendre encore une fois, peut être interprété comme un aveu de faiblesse. C'est assez étonnant. Je serais d'ailleurs très heureuse d'entendre vos avis sur le sujet. De fait, le tonnage marchand du mois d'août 2024 est comparable au tonnage marchand au tonnage qui passait par les ports ukrainiens avant la guerre. Les Ukrainiens actionnent eux aussi le levier de la guerre au commerce. C'est un prolongement de la guerre terrestre. Il s'agit de viser la chaîne logistique de l'ennemi à travers notamment les transports de carburant. C'est d'ailleurs, vous avez ces événements qui sont répertoriés dans cette frise chronologique dans l'été 2023 et tout ceci continue aujourd'hui ces dernières semaines. Qu'en conclure? En conclure que la guerre au commerce, dans ces cas-là, est une stratégie de seconde importance à laquelle il est très facile de s'adapter.
Il faut simplement trouver des acteurs acceptant le risque, et on en trouve, donc des acteurs économiques, privés, on en trouve. Le risque étant couvert par les États qui assurent directement. La Russie assure le shipping qui passe par ses ports, et l'Ukraine également, qui a trouvé pendant la première partie de la guerre un accord avec les Lloyds pour assurer les navires qui ont emprunté le corridor lors de la période d'accord sur le grain, et ensuite, depuis le retrait des Russes, un accord également avec les Lloyds pour assurer tous les armateurs, pas seulement ceux qui transportent des grains, mais tout le vrac sec, qui accepteraient de desservir les ports ukrainiens. En pratique, c'est une situation assez inédite. En fait, elle n'a pas eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui a son importance et qui, je pense, mérite d'être creusé. En conclusion, la mer Noire est un théâtre secondaire, comme on pouvait s'y attendre. Mais les raisons qui nous amènent à faire cette conclusion ont étonné les analystes. L'Ukraine prive la Russie de la maîtrise de la mer alors qu'elle est dépourvue d'une marine. Je ne résiste pas au plaisir de faire la comparaison avec la Première Guerre mondiale, pendant laquelle également la guerre d'escadre, telle qu'on l'avait envisagée, a totalement échoué. C'est encore l'utilisation originale de moyens largement connus, comme les drones, l'innovation tactique, c'est grâce à l'utilisation originale de moyens largement connus, les drones, un petit peu comme l'utilisation originale de moyens largement connus, les sous-marins pendant la Première Guerre mondiale, qui explique cela. L'innovation tactique a de beaux jours devant elle et c'est vraiment un domaine dans lequel les marines auraient intérêt à s'investir. Le commerce est également extrêmement résistant à la guerre. Ce levier stratégique est mal commode et souvent contre-productif. On peut donc envisager que la valeur stratégique de l'espace maritime qu'est la mer Noire est à penser largement comme un négatif, un espace dont il faut priver l'autre. C'est tactiquement accessible, comme le cas ukrainien nous le prouve. En faire un espace stratégiquement utile, c'est-à-dire positivement, est une autre affaire. Les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour exploiter le milieu semblent considérables et sans rapport, dans le cas qui nous occupe, avec le gain stratégique qui en découlerait. Le défi tactique pour les marines d'aujourd'hui est donc immense, et c'est, je pense, la première leçon qu'il convient de prendre. Très bien, merci beaucoup. J'apprécie l'effort mis faisant ces diagrammes-là. Et je pense qu'il montre très bien l'évolution de chaque vecteur de la guerre maritime. Alors, je veux ouvrir la discussion à tout le monde. C'est des questions, des commentaires, des réactions. On va ramasser des questions. D'accord, merci. Je vais commencer première question pour Marco. Très intéressant. Après, je me posais la question en écoutant la liste des indicateurs. Je pense que le but de toute guerre, c'est d'éviter la prochaine ou d'anticiper de mieux être en mesure d'éviter une autre guerre ou l'ampleur, en fait. Puis je me posais la question, comment on peut prévenir à partir des indicateurs? C'est intéressant, après coup, de dire, on aurait dû voir venir parce qu'il y a l'enchaînement, il y en a 10. Est-ce que pour une autre guerre, on devrait dire après 3 ou après 4, c'est le temps d'intervenir? Puis dans le cadre du droit international, il y a la légitime défense, donc il faut être attaqué pour répondre. Si on répond avant d'être attaqué, je ne sais pas pourquoi je pensais au film Minority Report où on essaie d'anticiper le crime avant qu'il soit commis, mais jusqu'où cette prédiction-là, dans un contexte à venir concret, pourrait vraiment nous servir à éviter la guerre. Parce que je comprends les indicateurs qui s'inscrivent, on n'est pas sur le renseignement, mais on a vu que les Américains avaient lancé beaucoup de signaux d'alarme à partir de décembre, puis ça s'est amplifié janvier aux Alliés. Mais peut-être encore là, ma question est naïve, mais le but, ce serait d'en éviter une autre. Puis je me demande si ces indicateurs-là, à quel moment, comme il y en a plusieurs, on pourrait être en mesure d'intervenir. Ça, c'était ma première question. L'autre question, peut-être pour M. Tourette. Je trouvais intéressant votre analyse sur la guerre du futur, puis si l'Ukraine en fait partie. Je trouvais intéressant quand vous m'avez mentionné que finalement, ce n'était pas encore la guerre du futur auquel les armées s'étaient préparées.
En même temps, c'est sûr que si on regarde, il y a certains éléments, il y a un mix, on parle encore d'une guerre de tranchées, d'une utilisation d'artillerie encore qui est importante. Il y a beaucoup d'éléments qui, à mon sens, en fait, on était dans cette transition-là avec justement les technologies qui sont utilisées. On parlait des médias, du contrôle du message, la capacité de médiatiser en temps réel, même les interventions ou les attaques. Euh, Puis dans ce cas-là, peut-être ma question, ce serait comment finalement on peut qualifier cette guerre-là qui me semble, si on est dans des catégories, parce qu'il y a aussi un rôle accru des acteurs privés. Vous parlez des mercenaires, mais on est quand même sur d'autres types d'acteurs. Si on parle aussi à l'Ukraine avec juste Starlink, qui sans Starlink, je pense que l'Ukraine serait incapable d'avoir cette force maintenant, de changer le rapport de force avec l'utilisation des drones ou même de contrôler le message. On n'aurait aucune connexion satellite, donc il y aurait, je pense que l'Ukraine n'aurait peut-être pas pu survivre aussi longtemps. Donc, ma question, désolée si j'ai été longue, c'est comment qualifier cette guerre qui me semble pas vraiment, qui me semble plus proche d'une guerre du futur que celle d'un passé. Donc, comment mieux la qualifier pour rendre compte pour mieux tirer les leçons de cette guerre-là? Est-ce que le monsieur a une question aussi? Oui, ben, une question adressée à la fois à Vincent à propos des leçons, Marco à propos de la prédiction, Isabelle à propos des aspects navals. Je me demandais si, comme la guerre a toujours été l'occasion du développement des nouvelles technologies, autant la première, la deuxième et malheureusement peut-être une troisième un jour, c'est que le principal enseignement est au niveau ce serait plutôt l'analyse économique de la guerre. Je m'explique à savoir, par exemple, à Isabelle, vous avez des embarcations rapides gérées par GPS et satellite qui contiennent chacune 500 kg d'explosifs. Bien, même si ce serait une énorme corvette de l'ennemi avec 3, 4, 5 ou 6 de ces embarcations lancées à toute vitesse, presque impossible à repérer, on est à peu près sûr qu'avec quelques centaines de milliers de dollars, on est capable de détruire quelques dizaines de millions de dollars d'équipements et malheureusement des centaines de vies humaines. Et c'est un peu la même chose au niveau des technologies des drones en général. Des drones sont capables de cartographier d'immenses régions sans risquer des éclaireurs et on a toujours le portrait exact. Les technologies comme les cellulaires qui géolocalisent, qui tracent finalement où est votre régiment, où est votre unité. Et puis d'autre part, vous avez d'autres technologies aussi importantes, dont l'intelligence artificielle qui arrive à toute vitesse et qui sauve des vies humaines et qui focalise uniquement sur les objectifs militaires, conformément aux règles internationales. Mais de l'autre côté, vous avez une guerre sur laquelle on ne s'est pas encore assez focalisé, c'est le brouillage électronique du GPS, le brouillage électronique des communications qui anéantit complètement l'espèce de rêve de guerre électronique, d'intelligence artificielle. Alors, je me demandais, est-ce que la leçon, c'est l'analyse économique de la guerre? Est-ce que la guerre future, au point de vue de la stratégie, des stratégies et des équipements, est-ce qu'on peut la prédire? Oui, en voyant l'analyse économique, on ne va pas investir des millions dans quelque chose qui détruit seulement avec un drone de 2000 $. Juste pour clarifier, ce sont des questions pour Vincent et Isabelle. Ben, pour les leçons à tirer de la Tous les guerre, pour les prédictions qu'on peut faire et pour les aspects navals. Autant Vincent, Marco, Isabelle, bien sûr, Walid peut intervenir. Ouais, mais Justin, Oui. la dernière question, et puis je donne la... Une question à ajouter pour Vincent à ta liste. Parce on qualifie souvent, et tu le fais, donc la guerre en Ukraine, l'espèce de retour à la Première Guerre mondiale, les questions de volume et de masse, et donc d'absence de supériorité aérienne, à juste titre. Mais j'aimerais ça faire plutôt le comparatif avec une autre guerre de population qui ne s'est pas élevée à un affrontement direct, et ce qui était celui de la guerre de Corée, où il y a eu des équipements de masse néanmoins utilisés dans cette guerre-là. Il y a eu une tentative de supériorité aérienne, mais qui n'a pas fonctionné. Et c'est là où il y a des affrontements presque, parfois directs même, dans des forces soviétiques et américaines à travers cette population en Corée. Dans quelle mesure, ma question c'est dans le contexte de l'adaptation américaine face à cette guerre-là et des guerres suivantes ont été de ne plus vouloir faire des guerres de volume, mais faire des guerres de supériorité technologique. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, côté occidental, admettons qu'on est à Washington présentement, tirer les leçons de dire on peut éviter la masse, on peut éviter le volume,
si on est capable d'obtenir cette supériorité technologique. Et peut-être un certain volume, mais plus au niveau des drones qu'un volume au niveau humain. Est-ce que c'est envisageable ou, à ton avis, non, c'est impossible de penser de cette façon-là? Et donc, on se verrait face à un éventuel échec d'un affrontement direct avec la Russie si on décidait de ne pas tenter de mobiliser davantage nos membres de population à la Russie aujourd'hui. Alors, beaucoup de questions sur la table. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions maximum 90 secondes, juste pour avoir une conversation fluide et dynamique? On peut commencer avec Vincent. Oui, ok. Alors, peut-être que ça sera des réponses dans des ordres, mais je vais essayer de hiérarchiser en fonction du moment où je les ai reçues. Donc, je pense que sur la qualification de la guerre, est-ce que c'est une guerre future? Je pense que je me suis mal exprimé parce que justement, ce que je voulais expliquer, c'était qu'on est bien face à un phénomène, un conflit, à une conflictualité qui ne peut plus être résumée dans d'anciennes, justement, typologies. Dans cette guerre, il y a à la fois il y a des caractères d'une guerre industrielle majeure. Il y a un caractère de Première Guerre mondiale, mais en même temps, ça ne peut pas être le simple vieux modèle de la guerre conventionnelle ou de la guerre totale, parce que la symétrie entre l'État, entre la décision politique incarnée dans l'État, son autorité, et ensuite la conduite de la guerre, les opérations, puis la génération des moyens, ne sont pas du tout alignés. Donc en fait, et de ce point de vue-là, quand on voit justement qu'il y a pas un désordre, mais que les moyens ne correspondent pas forcément aux fins, qu'il y a beaucoup, par exemple, d'improvisation, on est plutôt normalement dans le registre de la guerre asymétrique. On est plutôt face à un acteur militaire qui bon, bah, fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, même si la cohérence d'ensemble n'est pas forcément assurée, il arrive quand même à résister, à faire un effort. Et en général, un acteur de ce type-là n'a pas les moyens de faire une guerre industrielle. Sauf que là, on a un acteur, l'Ukraine, et d'une certaine mesure, du coup, la Russie aussi, mène une guerre industrielle, mais non plus du tout les structures en fait, du gros État soviétique qui permettaient de faire ce genre de guerre. Ils vivent vraiment en partie sur les stocks qu'on leur a légués et sur des très vieilles et les structures administratives pour faire ça. Donc, voilà, c'est moi ce que je voulais expliquer, c'était que c'est une guerre qui est en fait qui partage les caractéristiques de sociétés qui justement n'ont plus rien à voir avec les systèmes très centralisés et verticalisés du XXe siècle. On est sur une guerre qui est menée par en fait la façon dont la société est structurée aujourd'hui, c'est-à-dire par les réseaux, en agrégat. Il n'y a plus de mobilisation de masse, mais il y a, on va dire, des engagements qui sont d'abord personnalisés et qui vont ensuite coalescer et faire une certaine masse, mais l'État est plus capable de ponctionner comme ça des grandes masses de ressources en hommes et en matériel directement comme ça dans ces populations. Et donc, il y a vraiment un fonctionnement qui est beaucoup plus en écosystème. Du coup, c'est le premier point. J'aimerais juste parler rapidement du coup de la guerre électronique et notamment de son rapport avec... Très rapidement, parce qu'il y a très rapidement. Très Ah, très rapidement. rapidement. Donc, très, très rapidement, il faut faire attention. La guerre électronique, ce n'est pas la guerre cyber. Et justement, aujourd'hui, les gens essayent de développer, enfin les Ukrainiens, les Russes essayent de développer l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, en fait, enlève le besoin de communication. Quand vous avez un drone qui est en fait rendu autonome, vous n'avez plus besoin de relation radio avec un opérateur. Ce qui a déjà un énorme impact parce qu'aujourd'hui, quand un drone vole, vous avez un fantassin pour le conduire. Si vous commencez à automatiser des fonctions, vous vous rendez la chose en fait exponentielle et puis surtout vous durcissez l'opération du drone parce qu'il est plus du coup affecté par la guerre électronique, qui est en fait grosso modo quand même à 90% du temps, c'est du brouillage. Hein. C'est juste vous allumez le potage et vous saturez tout. Donc très rapide. Et du coup, je ne sais pas si j'ai le temps pour la question de Justin. Je vais retirer ma question. Ouais, c'est bon. Désolé. Mais on pourra en discuter. On va faire la tour de table parce que chaque personne a reçu une question. Marco? Oui, merci pour la question, c'était très intéressant. La première question que tu avais posée, c'est comment on peut prévenir la guerre. Je vais y répondre à la fin. Mais après, le problème des indicateurs, on ne sait pas à partir de combien. Par exemple, l'armée canadienne pour le conflit russe est en train de surveiller 500 indicateurs différents environ, hein, plus ou moins. Et on voit le résultat, ils ont
Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont réussi à le prédire, mais ils ont attendu que les Américains leur disent voilà les preuves qu'on a, malgré leurs 500 indicateurs qui surveillaient. Le problème, c'est la temporalité. Même si on a tous ces indicateurs dans le rouge, quand est-ce que l'attaque va avoir lieu et est-ce qu'elle va avoir lieu? Tant que l'attaque n'a pas lieu, on ne peut pas prédire qu'elle aura lieu. On ne peut pas prédire le futur. Il y a des recherches, même avec l'intelligence artificielle, sur les conflits humanitaires, qui montrent que la prédiction des conflits avec les modèles mathématiques et d'intelligence artificielle, etc., sont assez moyens en termes de prédiction. Euh, et moi, ce que je veux, je veux pas qu'on se substitue à un système de renseignement, parce qu'on n'en a pas les moyens, c'est peut-être pas notre but, mais notre but, ce serait peut-être, en tant que chercheur, enseignant, expert, d'informer, d'alerter la population en disant, il y a ça, faites attention, il y a ça qui se passe, etc. Et fournir des analyses peut-être plus pour le grand public que pour un État qui dispose de son propre appareil informationnel. Comment prévenir la guerre? Par la dissuasion. Parce qu'en fait, le but, ce ne serait pas d'attaquer l'ennemi avant qu'il nous attaque. Comme on dit, il y a un système de légitime défense, c'est de rendre l'attaque trop coûteuse. Et c'est peut-être là où l'Occident, dans le cas de l'Ukraine, a failli, et c'est peut-être là où il va faillir avec le cas de Taïwan, c'est que c'est ambigu. Qu'est-ce que ça coûte à la Chine ou à la Russie? Qu'est-ce que ça a coûté d'envahir l'Ukraine? C'était ambigu avant l'attaque. Il faut que ce soit clair dès le début que l'attaque serait beaucoup trop coûteuse. C'est comme ça qu'on prévient finalement une guerre, parce que si on attaque l'ennemi, c'est une autre guerre en fait. Donc ce ne serait pas le but non plus. Merci beaucoup. Avez-vous des réactions ou des Non, commentaires? tout est bon pour moi. OK. Isabelle? Isabelle, Alors, je répondrai sur la question de je dirais la puissance de feu. Est-ce que ça compte toujours et à quel prix on doit la développer? La puissance de feu dans la guerre navale est une chose, la détection en est une autre, et ces deux aspects travaillent l'un avec l'autre. Il est évident que la capacité d'attaque de la mer contre la terre est devenue très importante et rend en quelque sorte le bateau, quoi qu'il arrive, vulnérable. La situation est certaine, c'est une question de temps. Dans cette perspective, on peut même se demander à quoi servent les bateaux de guerre. Est-ce qu'on peut les mettre à l'intérieur de la bulle des armes de l'ennemi, dans la mesure où leur survivabilité est impossible à garantir, et donc le bateau impossible à risquer? Dans ce cas-là, il n'y a plus de bateaux de combat, il n'y a que des bateaux qui servent dans le temps de la guerre, un petit peu comme des bateaux qui transportaient les troupes pendant la guerre de 100 ans. La solution, ce serait évidemment le leurrage, le brouillage, mais également le hard kill. Aujourd'hui, dans l'innovation technique, donc qui n'a pas un rythme qui est celui de la guerre, donc c'est quelque chose que les industriels et les concepteurs de programmes d'armement prévoient à l'avenir et voient justement, grâce à la réalité des combats, voient un petit peu plus clair. Quel est le mix entre le hard kill, donc la destruction on va dire, du missile ou du drone qui arrive sur le bateau avant qu'il y ait impact et destruction du bateau, et le soft kill, c'est-à-dire le leurrage, le brouillage qui rendent cette arme inopérante. Pour l'instant, il n'y a pas de solution technique, hein. Il n'y a pas de solution qui permettent de prédire dans quelle mesure on va pouvoir risquer le bateau, dans quelles limites A et B on va pouvoir risquer le bateau. C'est une situation extrêmement angoissante, je suppose, qui ressemble énormément, alors on en parlait encore et je me permets de le redire, qui ressemble beaucoup à la situation qui a été vécue par les marins pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de solution technique au problème de la saturation par la mer des plateformes navales. Et jusqu'à présent, il reste encore le sous-marin qui a la colonne d'eau pour lui comme outil de l'offensive navale. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En tout cas, il est évident que si on regarde un autre événement particulièrement intéressant, c'est-à-dire ce qui se passe en mer Rouge, il est évident que utiliser des missiles à plusieurs millions d'euros ou de dollars pour détruire des armes, enfin des projectiles, on va dire, hein, qui sont
infiniment moins cher n'est pas une solution tactique, bien sûr que non. Rachid, avez-vous une question à poser? Oui, oui, merci. J'ai une question pour Monsieur Petrian par rapport aux plateformes, justement. Ok, pardon. Je voulais juste avoir un peu d'inquiétude sur la différence entre le récit pour sa population et pour l'extérieur. Par la Russie par rapport à l'Ukraine, est-ce que le discours qu'ils envoient sur les réseaux sociaux pour leur propre population et pour la population mondiale est différent ou c'est le même? Ensuite, vous avez évoqué Facebook, vous avez évoqué Telegram, et je voulais juste je sais pas si vous pouvez me rappeler, est-ce qu'on a aussi cette diffusion de ces récits sur TikTok? Parce que TikTok est une plateforme chinoise. Alors, Telegram, maintenant, il y a des remous puisque le gars est justement Facebook, on va dire que ça fait ou la sphère informationnelle, Telegram est beaucoup présenté comme étant indépendant et hors du contrôle étatique, finalement, pas tant que ça. Donc, aussi par rapport à TikTok. Parce que je sais que ça avait été beaucoup utilisé par rapport à Gaza, Ouïghour aussi, pour justement passer entre les mailles du filet de contrôle informationnel. Euh, donc, premièrement, pour la première question par rapport à la différence entre les récits, c'est sûr que pour ce qui est de Poutine, c'est sûr qu'il a tenu un certain discours autant à l'intérieur du pays pour justifier ses actions. Donc, ça, c'est clair. Et au niveau international, on peut voir que c'est à peu près les mêmes discours qu'il va essayer de tenir. Donc, il va rester ferme sur sa position. Par contre, pour l'histoire, par rapport à TikTok, ce que j'ai vu, c'est que c'était vraiment une application qui va donc qui va toucher un peu plus les jeunes. Donc, ça va un peu plus euh, venir jouer dans le narratif pour avoir cette compassion, cette empathie de la part des jeunes, pour un peu les impliquer dans le conflit. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que généralement, il y avait cette histoire aux États-Unis de bannir TikTok. Donc, ils avaient reçu pas mal de pression par rapport à ça. Et finalement, je pense qu'ils les ont eu parce que finalement, TikTok va donc nommer un responsable de l'éthique donc là, au final, je pense qu'il va vraiment y avoir un bureau spécial pour TikTok par rapport à l'éthique. Donc au final, il va y avoir de la censure sur TikTok. Donc j'imagine qu'ils ont cédé à la pression. Ce qu'on peut voir, il y a des pays comme le Brésil, par exemple, et qui avaient mis cette pression-là sur TikTok pour avoir, sur X, excusez-moi, sur Twitter, qu'ils avaient demandé à ce qu'ils aient donc un responsable, donc un représentant de X au Brésil, donc qui va pouvoir venir régulariser la situation, donc quelqu'un avec qui on peut parler. Donc c'est pas vraiment juste euh, une demande qui passe dans le vent. Donc, une bouteille à la mer, on fait une demande par rapport à comment est-ce que c'est géré et on laisse ça comme ça. Donc là, vu que ça n'a pas donné de suite, donc X, il n'y a pas eu de suite par rapport à la demande du Brésil. Donc là, donc, il y a eu la suspension de X la semaine dernière ou il y a 2 semaines à peu près de l'utilisation dans l'espace brésilien. Donc je pense que c'est un peu la même chose et subir TikTok, mais finalement, ils ont cédé à la pression. Donc je pense que ça en dit long sur la suite des choses. Y a-t-il des questions courtes? Il nous reste plus ou moins 3 minutes. Sinon, on peut toujours revenir. Moi, j'ajouterais une question pour Isabelle sur votre dernier propos. Est-ce que la masse peut être considérée comme une solution éventuelle dans les guerres navales? Il y a cette idée, et je voudrais voir votre avis, ben, si on réussit à produire des drones très peu sous-marins ou de surface à très faible coût, par grand essaim, ce serait ça l'avenir de la guerre navale. Donc, plutôt qu'avoir des bâtiments navals qui coûtent des milliards de dollars et qui prennent 20 ans à construire, que peut-être qu'on pourrait juste les faire très rapidement. Certains essaient de tirer ces leçons-là du fait que l'Ukraine, qui a pas de marine, qui réussit à abattre des navires de guerre russes. Est-ce que c'est la bonne leçon à tirer? Est-ce que je peux rajouter une question? Parce que je me demande si la Bulgarie et la Roumanie pensent à cette question exacte. Parce qu'ils sont en train de récapitaliser le marin en vue de ce qui se passe dans la mer Noire. C'est une excellente question. C'est celle qui compte, à mon avis. Tout dépend de savoir si vous êtes sur une position offensive ou défensive et quelle est comment dire, le rayon d'action dont vous avez besoin.
si le rayon d'action dont vous avez besoin est faible, il me paraît assez évident que, c'est-à-dire, en clair, si vous vous battez dans une mer fermée, semi-fermée, étroite, je pense que la guerre en Ukraine montre que il y a une voie oblique à la construction des gros navires très coûteux. C'est celle des petits navires qui portent une grosse puissance de feu, qui évidemment risquent d'être défaits parce que l'innovation tactique va trouver une parade, mais la densité, comment dire, la capacité à saturer l'ennemi est quelque chose de tout à fait envisageable. Tout ceci nous ramène à une hypothèse stratégique très ancienne, inventée en France à la fin du 19e siècle et qu'on appelle la jeune école. Le concept stratégique qu'il y avait derrière, porté par un certain amiral Hyacinthe Aube, était extrêmement fondé. La question est de savoir qui est l'ennemi. Quand on envisage une stratégie, évidemment, il faut un ennemi. Sans ennemi, pas de réflexion stratégique. Si au contraire, vous avez l'intention d'aller loin, de l'autre côté de la mer, si par exemple vous êtes les États-Unis dans la perspective d'une guerre en mer de Chine contre la Chine, eh bien là, la distance va exercer sur vous une tyrannie considérable, c'est-à-dire qu'il vous faudra une grande puissance de feu sur des flotteurs ou des objets quelconques qui portent cette puissance de feu, qui auront dû faire une longue distance. Donc il faut des gros bateaux, on n'arrivera à aucune autre solution. Des gros bateaux qui portent une usine à produire de l'énergie, parce que les armes qu'on imagine aujourd'hui nécessitent, et c'est le point crucial, une énorme production d'énergie. Il va donc vous falloir un immense chausse-pied pour mettre ça sur un petit bateau risquable. C'est plus du tout envisageable. En fait, tout dépend des ambitions. Pour un État côtier qui a essentiellement besoin de se défendre, eh bien l'exemple ukrainien est extrêmement, comment dire, extrêmement valable. Je pense qu'il n'y a pas que la Bulgarie et la Roumanie qui prennent des notes. Il y a tous les États qui craignent qu'un État puissant vienne lui dicter ses volontés depuis la mer. Ça commence par la Chine, bien sûr, en passant par l'Iran éventuellement. Ce ne sont pas des réflexions très nouvelles, hein. En tout cas, il est bien clair que la capacité d'action de la mer de la terre contre la mer est permise par les missiles, change, je pense, l'avenir des marines de guerre. Merci beaucoup. Je crois que c'est l'heure de déjeuner. Oui. Merci. Petite pause maintenant, mais merci à tous et à toutes pour cette excellente conversation. Est-ce qu'il y a, Tout à fait. Nous allons reprendre à 14 heures pour poursuivre sur les perspectives, disons, européennes et nord-américaines aussi sur l'avenir de cette guerre en Ukraine. Donc, merci à tout le monde pour la participation cet avant-midi. Au plaisir de vous retrouver après le déjeuner.